Deuxième séquence de notre après-midi, maintenant que nous avons évoqué les conséquences de la chute de la fécondité sur la politique familiale, nous allons traiter de notre deuxième volet de cette riche après-midi consacré alors à la pauvreté avec un sujet très large, en peu de temps, mais bon, en peu de temps, on peut être condensé et percutant, les perspectives de la lutte contre la pauvreté. Et puis tout à l'heure, nous aurons une table ronde finale sur la lutte contre les inégalités. Trois intervenants qui, je l'espère, vous le reconnaîtrez, nous permettent de dire qu'on met en place des panels de haut rang. Marine Jantet, qui est déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, pour nous présenter l'actualité, les difficultés, les réussites et les perspectives de cette stratégie. Fabrice Langlard, qui est à la fois à la tête de l'adresse, une des directions du ministère des Affaires sociales, et puis qui est également rapporteur général du projet de revenu universel d'activité, donc qui est là, ici, pour nous parler de l'actualité, des difficultés, des réussites, des perspectives de ce gros projet, et Axel Brodier-Dolino, qui n'est pas à la tête d'une administration, ou pas encore, et qui, historienne au CNRS, a un regard sur le passé, certes, des politiques de lutte contre la pauvreté, mais aussi sur leur actualité et leurs perspectives. Voilà, un riche panel. On va tenter de faire comme tout à l'heure, et là, cette fois-ci, on va réussir. Nous allons faire un nuage de mots. Je vous pose une question très simple qui est lutte contre la pauvreté, 2 points, quelle perspective? Alors, nos trois intervenants n'ont pas le droit de répondre. Eux, en tout cas, ils pourront peut-être le faire à l'oral. Vous avez la possibilité de mettre un mot, 2 mots, une petite phrase, et normalement, un nuage de mots doit s'afficher en direct. Je vois que ça n'est pas le cas, comme tout à l'heure, et donc je peux longuement broder une nouvelle fois, mais c'est pas grave. Tout à l'heure, on a même réussi à avoir le nuage de mots à la fin. Il pourra nous servir de conclusion. Donc, je note que ça ne marche pas. Bon, je répète que c'est très simple. Normalement, vous prenez votre téléphone, vous flashez le QR code, et hop, ça fonctionne. Alors, plein de gens me font des petits coups de pouce partout, c'est génial la télé, pour me dire que ça marche, mais en fait, moi, je ne vois pas le résultat, et donc je suis un peu dans l'embarras. Mais je ne le serai pas longtemps, hein, je m'en fiche. On peut faire comme ça très simplement, d'ailleurs. Si on fait, pour les intervenants, la question qui est posée, la lutte contre la pauvreté, quelle perspective en un mot, si vous aviez le nuage de mots? On va commencer par celle qui sera le moins embêtée. Alors, Axel, pas un mot? Bon, c'était assez loin. Mais... Ah, ben voilà, donc on aurait le mot association. Normalement, et en plus de ça, il y a 0 réponse reçue. Ça ne fonctionne pas, notre truc. Hein. Bon, Marine, on mettra en conclusion. Un mot, alors, un petit mot à seul. Ah ben voilà. Dans la durée, il faut agir dans la durée, en fait, moi, c'est ça. Ouais, je vois qu'il y a le terme AAH qui apparaît, parce qu'évidemment, c'est un des sujets de parfaite actualité. Je peux commencer à le commenter, mais en même temps, je me tourne tout de même vers Fabrice, qui a droit à son seul mot, là, pour le moment. Bon, Fabrice peut dire RUA, peut-être, mais je ne sais pas. Je vais choisir un mot technique, je vais dire base ressources. Ah oui, c'est très bien, ça tient, donc c'est 3 mots, base ressources, et il aura l'occasion de le développer. Bon, je ne propose pas qu'on prenne 1000 heures là-dessus, puisqu'on a pris un peu de temps, on aura le nuage de mots finalisé tout à l'heure, mais je vois qu'à la fois se profilent des sujets, des problèmes, les familles monoparentales, des acteurs, les centres communaux d'action sociale, des solutions possibles, évoquées parfois depuis longtemps et qui reviennent d'actualité, les guichets uniques, des sujets extrêmement précis, préoccupants dans une certaine mesure, l'alimentation, des sujets politiques avec le pognon de dingue, terme qui a pu être employé un temps, qui peut l'être encore, et Anne Masseran, voilà, puisque je lis ça, c'est évidemment un sujet de perspective, et nous ne verrions pas arriver la lutte contre la pauvreté dans sa configuration moderne qui pourrait être souhaitée. Ceci est évidemment une petite pique ou un clin d'œil. Alors, on va cesser ce nuage de mots qui a plus ou moins bien fonctionné, mais je vois que techniquement, au moins, ça marche. Il y a plein de choses qui arrivent. Ça nous met en appétit pour la conclusion parce qu'on l'aura complètement. Et je vais me tourner vers nos intervenants qui, eux, ont préparé des choses qui vont bien au-delà d'un unique mot pour nous évoquer ce que sont les perspectives de ce sujet stratégique de l'action publique à la française, la lutte contre la pauvreté. Donc, Marine Jantet, vous êtes à la tête de la délégation interministérielle qui a en charge 2 dossiers, donc la prévention de la lutte contre la pauvreté et la lutte contre la pauvreté, pour nous dire en très peu de temps, hélas, mais il s'agit d'être tout à fait synthétique, ce que sont les avancées et les perspectives de cette belle stratégie. Alors, effectivement, c'est une stratégie qui a été lancée par le président de la République il y a 3 ans exactement, quasiment jour pour jour, sur la base, en fait, parce que malheureusement, des pauvres, il y en a
toujours en France, malgré un système social qui fonctionne plutôt bien, qui limite quand même très fortement le taux de pauvreté en France, qu'on serait à peu près à 22%, on est un peu moins, on est à 14% en gros, grâce au système redistributif français. Donc ça, c'est quand même déjà une première nouvelle. Mais malgré tout, il reste des gens en dessous du seuil de pauvreté. Et l'objectif de cette stratégie, c'était effectivement de lutter contre la reproduction de la pauvreté, parce que c'est une des caractéristiques de la France, c'est-à-dire on n'a pas forcément le taux, on a un des taux d'ailleurs le plus faible européen, mais on a un système qui se reproduit, on a beaucoup de mal à sortir de la pauvreté, et du coup avec notamment en agissant dès le plus jeune âge, hein, parce qu'il y a un sujet de, voilà, ça se joue très tôt, donc dans un rôle, comme vous le disiez, de prévention, donc une action très forte dès le plus jeune âge, dès l'accueil à la crèche, hein, et avec aussi un deuxième grand volet qui était de permettre une sortie durable de la pauvreté par l'accès à l'emploi. Donc, ces bilans-là, enfin ces perspectives-là, elles sont, comme je le disais tout à l'heure, agir dans la durée, c'est-à-dire que c'est vraiment des perspectives de moyen terme, c'est-à-dire que ça doit vraiment être une volonté durable pour pouvoir commencer à avoir des résultats. On commence à en avoir, je vais vous en présenter quelques-uns, mais évidemment, ça doit s'inscrire dans la durée. On sort d'une crise, enfin j'espère, je reste dans l'espoir, on sort d'une crise sanitaire qui a quand même énormément bousculé ces populations précaires, qui se sont pris de plein fouet cette crise, à la fois sur le plan sanitaire et sur le plan social, mais elle n'a fait que renforcer du coup ces priorités, et on voit bien qu'il faut continuer à agir. On n'est pas face à une explosion de la pauvreté actuellement, enfin, je pense que ça c'est important, parce qu'il y a beaucoup d'études qui sortent, même ce matin, là, il y a eu des études qui sont sorties qui montrent qu'il y a effectivement une fragilisation d'un certain nombre de publics, donc on y est extrêmement attentif, et c'est pour ça qu'il faut continuer à maintenir ces actions structurelles, mais fort heureusement, notre système social de filet de protection sociale a quand même, j'insiste là-dessus, a quand même fonctionné. On a évité une trop grosse bascule, comme on a pu le voir dans d'autres pays, dans la pauvreté. Alors, où on en est, sachant qu'on était dans une logique aussi, outre cette logique préventive, il y a une autre marque de fabrique de cette stratégie, c'était aussi une inscription très forte dans les territoires. C'est-à-dire que la lutte contre la pauvreté, elle ne se décide pas de Paris, elle se décide, elle se fait vraiment ultra localement, même au-delà de, parce que c'est vrai qu'on dit les conseils départementaux sont les chefs de file de l'action sociale, il faut être même au niveau infradépartemental, et donc il y a un enjeu, vraiment c'est pour ça que c'est une logique interministérielle, c'est pour ça que je suis déléguée interministérielle, d'essayer de coordonner, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font déjà, le problème c'est que tout le monde ne se parle pas, on est dans un fonctionnement beaucoup trop en silo, et la logique c'est de créer des synergies entre à la fois les différentes administrations de l'État qui agissent sur le territoire, que ce soit du côté de cohésion sociale, dans le champ emploi, dans le champ de l'éducation nationale, dans le champ de l'accès au logement, mais aussi avec le secteur, avec toutes les collectivités locales. On a contractualisé avec les conseils départementaux, les métropoles, les régions, et avec les associations qui sont un fer de lance très fort de l'action territoriale. Donc on a vraiment une volonté d'agir au plus près des personnes et au plus près des besoins des territoires qui peuvent être très différents. Donc on a une combinaison de différents niveaux de mesure. Donc, où est-ce qu'on en est actuellement? Là, demain, enfin, il y aura une communication au Conseil des ministres, donc je ne vais pas spolier toute la communication des membres du gouvernement sur le bilan des 3 ans de la stratégie pauvreté. Mais du coup, vous aurez, si ça vous intéresse, vous pourrez télécharger demain notre rapport d'étape qui est assez dodu, hein, qui fait 80 pages sur voilà, toutes les actions qu'on a menées, et notamment qui a mis en relief ces actions locales, parce que l'objectif, c'est aussi de montrer la diversité des actions qui se sont passées au niveau local. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quand même des choses on commence à mesurer les fruits. Déjà, il y a eu plusieurs prestations. Il y a un sujet de soutien monétaire, hein, qui est une réalité, mais qui n'est pas le seul volet de la lutte contre la pauvreté. Des prestations qui ont été revalorisées, notamment la prime d'activité, et qui a vraiment fonctionné plutôt bien, parce qu'on sait que sur les évaluations de l'INSEE en 2019, c'est grâce notamment en grande partie à cette revalorisation de la prime d'activité que le taux de pauvreté a baissé. Donc ça, de 0,2 points. Donc on voit que le soutien monétaire qui a été apporté permet déjà de résoudre une partie du sujet. Il y a aussi, là en ce moment, vous entendez le prix de l'énergie qui explose, la revalorisation du chèque énergie et même le complément. Tout ça, c'est des éléments qui, au quotidien, peuvent vraiment changer le quotidien des gens. Donc ça, c'est un premier volet. Il y a aussi tout le volet accès au droit. On en reparlera avec Fabrice sur la partie RUA, mais il y a un vrai sujet de non-recours au droit. Et donc là-dessus, on est en train d'améliorer l'offre de domiciliation, parce qu'on sait que ça, c'est le b.a.-ba pour commencer à c'est en train de se déployer.
On est en train d'automatiser de plus en plus certaines prestations. C'est dans le PLFSS de cette année, l'accès automatique à la complémentaire santé solidaire pour les BRSA. Donc, on voit que c'est des éléments importants. On voit aussi qu'il faut lutter. On a déployé ce qu'on appelle des points conseil budget. On en aura 500 à la fin de l'année, qui sont des lieux où on aide les gens à gérer leur budget, à gérer au plus près de leurs dépenses contraintes pour éviter de basculer dans le surendettement. Tous ces éléments-là, au-delà du soutien monétaire, ça permet quand même d'améliorer aussi, soit augmenter les ressources, soit éviter des dépenses. Il y a le sujet de l'accès à la santé, je ne développerai pas, mais on a eu un énorme investissement dans la lutte contre les inégalités de santé dans le cadre du Ségur. L'année dernière, à la fin du premier confinement, on a en gros plus de 160 millions d'euros qui sont consacrés à la lutte contre les inégalités de santé, dont là, on vient d'avoir 30 millions en plus pour la partie de santé mentale, hein, qui est un énorme sujet. On sait que les personnes ont beaucoup souffert dans le cadre de ces multiples confinements et de cette crise. Donc ça, c'est un sujet pour moi majeur, qui est souvent mis sous le tapis et qui conditionne beaucoup de choses. L'accès à l'alimentation aussi, évidemment l'aide alimentaire n'est pas un sujet durable de lutte contre la pauvreté, elle permet quand même d'amoindrir les effets de la crise, et on voit que ça aussi, il y a eu des efforts sans précédent cette année qui permettent quand même, il y a eu plus de 94 millions d'euros qui ont été investis, qui ont permis d'éviter des catastrophes. Hein, on est loin d'être dans l'aisance sur ces sujets-là, mais au moins ça a évité des catastrophes. Alors, après ça, c'est la partie accès au droit. On a un autre gros volet qui est, donc, comme je vous disais, investissement dès le plus jeune âge. Création des places de crèche, parce qu'on sait que les publics qui sont accueillis dans les places de crèche, les jeunes enfants développent plus leur sociabilité, leur développement, leur capacité psychosociale. Donc là, on essaye grâce au plan, bon, c'est difficile la création des places de crèche, on ne va pas se le cacher, on n'y arrive pas facilement, mais avec le plan rebond, on est en train d'essayer de rattraper notre retard. On a mis en place un bonus mixité aussi qui permet quand même aussi de valoriser des crèches qui s'engagent pour accueillir des personnes précaires. Il y a la formation des professionnels de santé, des professionnels de la petite enfance, qui est en train de se déployer aussi. On est déjà à 32 000 départs en formation. Donc, on voit que là-dessus, on est en train de progresser sur ce sujet-là. Il y a le développement des petits déjeuners gratuits à l'école, les cantines à 1 euro aussi, qui ont pris un peu de plomb dans l'aile avec les confinements, mais qui sont en train de redémarrer, et on devrait atteindre nos objectifs en 2022. Il y a le sujet de la jeunesse, on va y revenir, mais le sujet de la jeunesse, on sait que les jeunes sont globalement plus pauvres que le reste de la population. Ça a été particulièrement flagrant pendant la crise. Donc, c'était un sujet qui était prioritaire dans la stratégie. On travaille notamment sur la lutte contre les sorties sèches, j'aime pas tellement ce terme, mais de l'aide sociale à l'enfance. Donc, ces jeunes particulièrement fragiles qui ont déjà eu une enfance très heurtée et très abîmée. Et comment prévenir? Donc, on a mis en place un référentiel, on contractualise avec les départements. Et là aussi, maintenant, on est cette année à 75% des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance qui ont eu droit, qui sont pris en charge dans le cadre de ce référentiel qui permet d'augmenter le recours au droit, d'anticiper, de faciliter l'accès à un contrat jeune majeur, faciliter l'accès à un logement. Donc là aussi, c'est encore très hétérogène, on va se dire les choses. Il y a encore tout un travail, on est sur des politiques décentralisées, mais ça progresse. Il y a aussi le sujet des décrocheurs scolaires. Vous savez que ça aussi, l'accès à une formation pour pouvoir progresser dans la vie et trouver un travail, c'est extrêmement important. Et donc là, on a mis en place l'obligation de formation, qui est un mot techno assez moche, mais qui, donc de 16 à 18 ans, maintenant l'école est obligatoire, la formation est obligatoire jusqu'à 18 ans. Et on a amélioré déjà le repérage, on est à peu près à 90 000 jeunes concernés, 65 000 sont en solution. Donc voilà, tout ça, c'est des premiers éléments, on n'est pas encore à la cible, mais ça progresse. Et puis, dernier point, et non le moindre, c'est le sujet de l'insertion par l'emploi. Donc là, c'est le travail avec les départements sur l'insertion des allocataires du RSA. Là aussi, on a essayé d'améliorer l'orientation des bénéficiaires du RSA. Ils sont maintenant 50% à être orientés en moins d'1 mois, ce qui n'est pas rien. C'est pas encore beaucoup, mais on partait de bien plus faible que ça. On a amélioré aussi l'orientation vers l'accompagnement global, où on a à peu près 1/3 de sorties positives en emploi. Donc, on voit qu'il y a des solutions qui sont possibles, à condition de se mettre tous ensemble sur cette logique-là. Il y a le soutien très, très fort qui a été fait au secteur de l'insertion par l'activité économique, même qui a pris de plein fouet la crise, mais qui est en train de rattraper son retard. On va être, en gros, on va tenir l'engagement des 240 000 salariés en IAE fin 2022.
Et puis, il y a un sujet aussi qu'on a sur les mobilités. Ça aussi, c'est en termes de frein à l'emploi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça a été complété, la stratégie n'avait pas de volet là-dessus. C'est l'année dernière, le Premier ministre a annoncé 70 millions d'euros pour développer tout ce qui est mobilité solidaire. C'est-à-dire que là, on se rend compte qu'il faut aussi aider les gens à aller en emploi, soit les aider à passer leur permis, soit acheter une voiture par un microcrédit. Donc, on est sur ce point-là. Donc voilà, sans faire un grand catalogue, il y a une première vue d'ensemble, vous voyez qu'en fait la lutte contre la pauvreté c'est multifactoriel et ce n'est pas qu'un problème de soutien monétaire uniquement. Et je n'ai même pas parlé de l'accès au logement, je pourrais encore en redire éventuellement, mais c'est un sujet on voit bien, qui touche beaucoup d'aspects et il faut agir conjointement pour pouvoir avoir des résultats concrets à l'échelle des personnes. Donc on a encore du travail. Bon, bah merci pour ce point d'étape et cette pub pour ce rapport dodu, c'est l'expression que vous avez employée, que l'on trouvera. Alors, moi, si je regarde une tablette, ce n'est pas parce que je suis mal élevé, c'est parce que je reçois les questions de nos interlocuteurs. Alors, il y en a pas mal. J'en prends une très précise, puisque vous avez évoqué les points conseil budget. Je crois même que vous avez donné leur nombre, mais quelqu'un me redemande combien de points conseil budget. 500 fin d'année 2021. Là, on est en train de terminer la sélection des 100 derniers. Il y en a déjà 400 qui sont labellisés et les 100 derniers, là, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt en juin. On est en train de les choisir. On a beaucoup de succès sur ces points conseil budget. Donc, c'est très chouette parce que honnêtement, moi, je suis allée en visiter beaucoup. Ça fonctionne aussi beaucoup avec des bénévoles, mais ça permet vraiment d'améliorer le quotidien des gens de manière très opérationnelle. Et pas mal de questions sur les familles monoparentales. Je les résume en 2 axes, ou très simples d'ailleurs. Que proposez-vous comme hausse des prestations familiales pour ces mères, première chose. Et deuxième chose, sur les pensions alimentaires. Donc, il y a des actions, c'est le moins qu'on puisse dire, en matière d'impayés. Et comment peut-on augmenter le montant des pensions alimentaires, ce qui ne relève pas forcément d'ailleurs du droit. Mais bon, oui, alors, je ne l'ai pas cité parce que dans la partie presta, il me fallait que je tienne dans mes 10 minutes, j'ai tenu, je ne pouvais pas tenir mais je vous remercie de poser des questions. Donc effectivement, pour les familles monoparentales, ne sont pas oubliées parce qu'elles sont très concernées par la pauvreté. À peu près un tiers des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté, donc avec les enfants qui vont avec. Et donc là, il y a une bonification de la prime d'activité pour ces familles-là, une hausse de 30% du complément mode de garde, donc ça aussi qui permet d'améliorer les choses, et surtout le déploiement du service public des pensions alimentaires qui a été mis en place en janvier dernier, qui ne permet pas d'augmenter le montant en tant que tel des pensions, mais d'augmenter le versement in fine des pensions requises en faisant un rôle de médiation et d'avance, et ça est en train d'être généralisé et ça marche plutôt bien. Donc c'est encore nouveau, donc il faut le faire connaître, y compris travailler avec nos petits camarades de la justice pour qu'ils orientent vers ce service-là, ce qui n'est pas toujours ceux qui nous aident le plus, mais on va y arriver parce que derrière il y a à peu près 30% des pensions alimentaires qui ne sont pas payées, et donc avec forcément une baisse de ressources très nette pour ces familles. Alors, 2 questions, je vais les résumer en une, et puis c'est une question pour tous les 3, mais vous pourrez débuter, et j'imagine que Fabrice pourra enclencher alors autour du REA. Alors, la stratégie pauvreté, c'est aussi la question de la coordination des acteurs, c'est ce que vous avez évoqué. A-t-on des expériences positives à souligner en matière de coordination? Et plus généralement, c'est là où il y a un lien avec le REA et plus généralement les politiques de lutte contre la pauvreté, l'hétérogénéité des dispositifs et la multiplicité des intervenants ne constituent-ils pas des facteurs d'échec des politiques menées? Alors, comment mieux se coordonner et comment limiter le nombre de dispositifs même? Alors ça, c'est un vrai sujet, parce qu'en même temps, comme il y a autant de besoins et de différences de territoires que de dispositifs qui peuvent émerger, c'est des êtres humains qui font des dispositifs. Donc, on peut essayer de normer et de faire un jardin à la française. En pratique, quand on impose à un territoire un dispositif tout prêt, tout formaté, ça fonctionne pas tellement bien. Il faut que les gens se l'approprient. Donc, moi, je ne crois pas au truc qui va être imposé. Non, mais c'est pour ça que je fais qu'après, on peut quand même rationaliser, on peut capitaliser, on peut simplifier. Il y a plein d'exemples de coordination qui fonctionne, et je vais vous dire, la crise, c'est un des bons côtés de la crise, c'est que ça a démontré, ça a permis de créer encore plus de liens. Je vois ça sur l'aide alimentaire, il y a eu énormément de liens entre l'aide alimentaire et accès aux droits qui se sont développés. Il y a beaucoup de démarches d'aller vers qui ont permis de faire des liens entre le secteur du social et de la santé pour aller chercher des publics précaires, pour leur permettre soit de se faire tester, soit d'aller vers un centre de vaccination, et du coup de leur faire des ouvertures de droits. On est allé
il y a les CAF et les CEPAM sont allés dans les centres d'hébergement à la fin du premier confinement, comme c'était prolongé, pour aller faire des ouvertures de droits in situ. Ça ne s'était jamais vu. En fait, on voit, et ça, tout le monde se rend compte que c'est très enthousiasmant quand on voit la synergie qu'on peut créer. Donc, c'est possible. Après, moi, il y a sans doute des rationalisations à faire. Rien que sur le champ de la santé, on se rend compte actuellement qu'il y a beaucoup de démarches d'aller vers, et c'est un peu aux ARS maintenant de leur permettre d'avoir de la fongibilité dans leur financement pour rationaliser une fois que il y a des choses qui émergent et peut-être les faire converger. Mais moi, je me plaide toujours pour laisser de la souplesse et ne pas trop normer les choses, parce que tout ça, s'il faut que ce soit porté par des personnes, ça ne marche que comme ça. Et du coup, il faut aussi que les gens se l'approprient et l'ajustent à leur volonté. Parfait. Alors, coordonner, simplifier, aller vers, ce pourrait être des termes qui comptent parmi ceux qui ont fondé le projet de RUA. Il y a une autre question. Pensez-vous que le RSA a rempli ses objectifs depuis la dernière décennie? C'est un ensemble de questions et de remarques qui permettent d'enclencher le propos de Fabrice Langlard. Bonjour Julien, oui, donc du coup je vais vous parler pendant 10 minutes, c'est la gageure. Vous pouvez mettre vos chronomètres, il est très fort. Du projet du revenu universel d'activité. Je vais partir de ce qu'a dit Marine au départ. Tout part en fait du discours du président de la République qui annonçait le plan sur le quinquennat de lutte contre la pauvreté. Et lors de ce discours, en fait, il a non seulement détaillé les mesures dont Marine a parlé, mais il a fait une annonce de type plus politique, disant qu'il faut réfléchir à disons, remodeler le paysage des prestations de solidarité qui cherchent à s'attaquer à la pauvreté d'un point de vue monétaire. Et il a appelé de ses voeux ce qu'il a baptisé politiquement un revenu universel d'activité, qui est dans ces termes le regroupement, la mise en cohérence d'un certain nombre de prestations. Au minimum, dit-il dans son discours, le RSA, on vient d'en parler, la prime d'activité et les aides au logement, mais il dit, et même peut-être plus de prestations que cela, il faut être ambitieux, donc lançons ce chantier. Donc, à la suite de cette annonce politique, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, à partir de début 2019, a été mis en place d'abord un gros travail interadministratif que j'ai eu la charge de piloter, qui a consisté en fait à faire travailler un très grand nombre d'administrations. Donc, je vais vous donner les chiffres. Il y avait 24 directions d'administration centrale de 12 ministères différents, plus toutes les caisses de sécu, plus Pôle emploi, plus les CROUS. Donc, on a travaillé vraiment en interministériel, beaucoup, pour chercher à apporter un diagnostic sur notre système de prestations de solidarité. Je vais vous en parler dans un instant. Et en parallèle, évidemment, imagine une réforme de ce type, ça suppose également de dialoguer, de concerter. Et donc, la délégation interministérielle à la lutte contre la pauvreté a lancé une grande concertation avec l'ensemble des associations, avec des groupes de travail thématiques qui couvraient le logement, le handicap, la question de la jeunesse. Il y a également eu de la concertation en région. On s'est déplacé dans des salles où il y avait entre 50 et 100 personnes pour parler de ce système de prestations de solidarité. Il y a eu un jury citoyen. Il y a eu également un site internet où les gens ont pu répondre en ligne. Donc vraiment beaucoup de choses de fait. Et donc ces deux processus à la fois de travail interadministratif, si j'ose dire, c'est la partie immergée de l'iceberg, et de concertation se déroulaient en parallèle et se nourrissaient l'un l'autre. Et puis le Covid nous est tombé dessus. Donc, avant la crise du Covid, ce qui était prévu, c'était que cette concertation devait se terminer à la mi-2020 et donner lieu du coup à un rapport qui aurait été rendu à peu près à l'été 2020, pour ensuite possiblement un projet de loi qui aurait été présenté en Conseil des ministres début 2021. Tout ça s'est arrêté d'un coup. Et donc les travaux se sont interrompus quelques semaines après le premier confinement. Je parle des travaux interadministratifs, la concertation également. Il était prévu un dernier round de concertation aux alentours de mai-juin 2020, mais on était dans tout à fait autre chose. Et donc, au sortir de cette crise, il a quand même été décidé de capitaliser un petit peu quand même sur le travail qui a été fait. Et donc, j'ai été amené à refaire travailler un petit peu les administrations au printemps dernier, et je suis dans la dernière ligne droite pour remettre un rapport, je dirais, de préfiguration. Alors, il s'agit plus, c'est pas la même ambition, il n'y a pas de loi qui aura lieu sur le sujet dans ce quinquennat, mais il y a bien l'idée, en tout cas, d'apporter un diagnostic et de poser les questions, et face aux grandes questions qui se posent, d'offrir des choix. Donc, de dessiner ce que pourrait être le fait de remodeler notre paysage de prestations de solidarité. Donc, maintenant, je rentre dans le fond. Il me reste 6 minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce paysage des prestations de solidarité? Je vais d'abord partir de ce que j'appelle une prestation de solidarité. Une prestation de solidarité, c'est une prestation monétaire
sous condition de ressources. Donc, si vous avez des ressources suffisamment importantes, vous ne la percevez pas. Si vous êtes sans ressources, vous la percevez pleinement. Et elle est dégressive avec les ressources, continuellement. C'est-à-dire, si vous n'avez aucune ressource, vous la recevez complètement. Mais si vos ressources augmentent un peu, vous allez continuer à la percevoir, mais cette prestation va diminuer jusqu'à s'éteindre au-delà d'un certain niveau. Bon. Donc, ce sont en fait une prestation de solidarité. C'est typiquement quelque chose qui cherche à lutter contre la pauvreté monétaire. Quand on définit une prestation de solidarité comme ça, la première question, c'est qu'est-ce qu'on a dans le paysage français comme prestation de solidarité? Combien il y en a? Eh bien, il y en a 15. Il y a 15 prestations de solidarité en France. Il y a d'abord 10 minima sociaux. Alors, au sein de ces minima sociaux, bien entendu, il y en a un qui est connu de tous, qui est on va dire, qui est le principal, qui est le RSA. Mais retenez ceci, que parmi les gens qui perçoivent un minimum social en France, moins de la moitié perçoivent le RSA. Ça veut dire qu'une grosse moitié perçoit d'autres types de minimum social, comme l'AH, ça a été cité dans le nuage de mots, comme le minimum vieillesse, comme l'allocation de solidarité spécifique, l'ASS, qui est le minimum social qui s'adresse à des personnes qui sont chômeurs de longue durée, qui ont épuisé leurs droits à l'UNEDIC et qui, sous certaines conditions, lorsqu'ils ont épuisé leurs droits, ne sont pas éligibles au RSA, mais à l'ASS. Donc là, j'ai cité les 4 principales. C'est l'essentiel parmi les 10, mais retenez qu'il y en a vraiment 10. Il y a un minimum social pour les invalides, il y a un minimum social pour les veufs et les veuves, etc. Bon. En France, 1 personne sur 10 vit dans un ménage qui touche un de ces minima sociaux. Outre ces 10 minima sociaux, vous avez l'aide au logement. L'aide au logement, c'est plus large que ça. Bien entendu, ça peut être touché par des gens qui touchent un minimum social, mais pas seulement. Et c'est un ménage sur 5 aujourd'hui qui touche une aide au logement, donc qui sert à aider les personnes, en particulier qui sont locataires, à payer leur loyer. Il y a également la dernière née dans ce paysage, qui est la prime d'activité. La prime d'activité, c'est bien une prestation de solidarité, mais qui va soutenir le revenu de ce qu'on appelle des travailleurs pauvres, en tout cas des personnes qui travaillent, mais pour des rémunérations assez faibles, soit parce qu'elles ne sont pas à temps plein, tout simplement, et donc leurs revenus du travail sont faibles pour cela, soit pour de tout petits salaires et qui, compte tenu de leur configuration familiale, sont éligibles à cette prime d'activité qui vient soutenir leurs revenus. Donc, vous voyez, 10 minima sociaux, aide au logement et prime d'activité, on est déjà à 12. J'y rajoute le chèque énergie, dont on a entendu parler récemment, puisqu'il y a une augmentation, un versement exceptionnel du chèque énergie qui a été décidé par le gouvernement. Et puis, il faut parler des jeunes adultes, des 18-24 ans. Il se trouve que les jeunes adultes de 18-24 ans, comme vous le savez sans doute, ne sont pas éligibles au RSA, en tout cas pour la plupart d'entre eux. Et donc, les jeunes adultes, en fait, qui sont en difficulté de pauvreté. Lorsqu'ils sont sortis d'études, ils sont éligibles à ce qu'on appelle la garantie jeune. Et lorsqu'ils sont en études et qu'ils ont des difficultés monétaires, ils ont droit à ce qu'on appelle ils sont étudiants, ils ont droit à des bourses. Et les bourses, c'est une prestation de solidarité au sens où je vous l'ai donné. Donc, vous voyez, 15 prestations. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce paysage de prestations de solidarité? Il présente 2 grands avantages et un très gros défaut. Alors, le premier avantage, c'est qu'il fait ce qu'on lui demande. Ce système, il est fait pour soutenir le revenu des ménages de conditions de vie modestes et il le fait, comme l'a dit Marine, pas si mal que ça. Bien entendu, on peut toujours juger qu'il ne le fait pas suffisamment. Mais néanmoins, d'abord, j'ai oublié de dire que le montant de ces prestations, ça représente 55 milliards d'euros. Donc, c'est quand même une somme relativement importante. Et d'autre part, comme l'a dit Marine, certes, aujourd'hui, on a un peu plus de 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, mais si ce système n'existait pas, ça ne serait pas 9, ça serait 12,5 millions de personnes qui vivraient sous le seuil de pauvreté. Et même pour ceux qui restent sous le seuil de pauvreté, ce système soutient le revenu, diminue ce qu'on appelle l'intensité de la pauvreté. Donc, premier avantage, il fait ce qu'on lui demande. Deuxième avantage, est-ce que ce système est conçu de telle manière aujourd'hui que le travail paye? C'est une question très importante parce qu'en fait, la question est de savoir si, lorsque vous êtes sans aucune ressource, vous êtes soutenu par ce système, mais lorsque vous retrouvez un travail ou lorsque vos revenus du travail augmentent, vos ressources augmentent, et bien entendu, les prestations de solidarité vont avoir tendance à diminuer. Et donc, toute la question est de savoir si ces prestations ne diminuent pas trop, en quelque sorte, ou trop vite, qui ferait que lorsque vous retrouvez un travail où vous avez une augmentation de vos revenus du travail, eh bien, au final, quand on additionne ces revenus du travail et les prestations que vous continuez à percevoir, est-ce que vous vous en sortez finalement mieux en termes de revenus disponibles total? Eh bien, la réponse aujourd'hui, c'est que dans la très grande majorité des cas, notre système de solidarité assure que le travail paye. Ce n'est pas forcément connu de tout le monde, mais je peux vous assurer que c'est la réalité de la situation dans la très grande majorité des cas aujourd'hui. Donc, 2 grands avantages.
À propos du revenu du travail, il y a quand même 3 mais à cet avantage. Le premier, c'est que j'ai dit que dans la grande majorité des cas, il y avait un revenu du travail, mais il reste des cas dans lesquels le revenu du travail est très faible, voire quasiment nul. Ça correspond à des situations assez particulières. Je vous donne 2 exemples. L'un concerne les bénéficiaires de l'AAH, à la fois les personnes handicapées qui, lorsqu'elles ont la chance de pouvoir travailler et de trouver un travail, bien souvent, lorsqu'elles travaillent, en fait, elles sont dans une situation dans laquelle le travail ne paie pas vraiment, parce qu'en fait, les prestations, en particulier l'AAH, diminuent très rapidement en face des gains de revenus du travail. Et non seulement les personnes en situation de handicap, mais également, ça rejoint un débat très actuel, leur conjoint. Lorsqu'une personne handicapée de condition de vie modeste est mariée ou vit en concubinage avec un conjoint qui n'est pas handicapé, eh bien, dans bien des cas, lorsque le conjoint peut travailler et travaille, eh bien, le revenu global du couple n'augmente pas tant que cela, voire n'augmente pas du tout. Donc, il reste des cas dans lesquels il n'y a pas de gain au travail. Ça, c'est pour disons, les bénéficiaires de l'AAH. C'est également le cas, bien souvent, pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, c'est-à-dire le minimum social dont j'ai parlé au début, qui va plutôt aux chômeurs de longue durée ayant épuisé leurs droits à l'UNEDIC. Donc, 1er mai, gain au travail dans la majorité des cas, mais dans certains cas, les choses ne sont pas encore réglées. Et c'est une question d'équité. Donc, c'est quand même important. 2e mai, quand bien même dans la majorité des cas, il y a un gain au travail aujourd'hui, assuré par ce système de solidarité, ce gain au travail n'est pas du tout le même suivant la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et il dépend éminemment de votre situation de famille et de votre situation de logement. Pour une raison très simple à comprendre, c'est que selon votre situation précise, notre système de prestation de solidarité va vous permettre d'être éligible éventuellement à une prestation, mais quelquefois à 2 et quelquefois à 3 prestations. Et les barèmes de ces prestations ne sont pas conçus ensemble. Si bien que lorsque votre revenu du travail augmente, eh bien, il peut arriver que ce n'est pas une prestation qui se met à diminuer, mais 2, voire 3 en même temps. Et auquel cas, vous voyez bien que votre gain global au travail va être beaucoup plus faible que si vous ne bénéficiez d'une seule prestation. C'est en particulier le cas dans notre pays pour les personnes qui sont de conditions de vie modestes et qui sont locataires, parce que bien souvent, elles touchent un minimum social et des aides au logement. Et ce phénomène où les 2 prestations se mettent à diminuer en même temps se produit dans un certain nombre de cas. Et le 3e mai, c'est quand bien même je vous affirme que dans la majorité des cas, il y a un gain au travail aujourd'hui, il n'est pas du tout sûr que les personnes en soient complètement conscientes ni convaincues, parce que ce système, il est compliqué. Et du coup, j'en viens au gros défaut de notre système. Notre système, il est objectivement illisible. Illisible. C'est-à-dire que personne n'y comprend rien. Alors, c'est pas un jugement, c'est pas même pas, enfin, moi avec l'aide de toutes les administrations prises ensemble. Mais il est objectivement illisible, c'est pas un jugement de valeur parce que c'est le résultat de l'histoire. Ce qu'il faut comprendre, je vous ai parlé de 15 prestations, elles sont pas nées toutes en même temps. Et elles ont été créées pour de bonnes raisons à chaque fois. Simplement, il n'y a jamais une réflexion d'ensemble sur comment fonctionne l'ensemble du système. Donc ce système, il est illisible. Il est illisible essentiellement pour 2 raisons. La première, je vous ai dit qu'une prestation de solidarité, c'est une prestation qui décroît avec les ressources des individus. Encore faut-il s'entendre sur la façon dont on mesure les ressources des individus. Eh bien, écoutez-moi bien, 15 prestations de solidarité en France, 15 façons de mesurer les ressources des ménages. Il n'y a pas d'unification des bases ressources. Donc déjà, ça va être compliqué à comprendre. Deuxièmement, je vous ai dit que les prestations pouvaient quelquefois se cumuler. Et les règles de cumul rajoutent une couche d'illisibilité supplémentaire. Donc ce système, il est illisible. Est-ce que c'est grave qu'il soit illisible? Ben oui, c'est grave, et c'est grave pour 3 raisons. La première, Marine en a parlé, c'est que probablement que l'illisibilité de notre système, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a ce qu'on appelle des phénomènes de non-recours. Il y a des gens en fait qui ne savent même pas qu'ils peuvent être aidés, qui ne vont pas chercher leurs droits. Et au-delà du non-recours, il y a du non-recours partiel. Votre situation change, et en fait, comme il faut changer de prestation, il faut savoir où s'adresser, à quel guichet. Donc, il y a des ruptures de droits. Et ça peut créer des situations dramatiques dans la vie des personnes, ce type de rupture de droit. Donc, l'illisibilité, c'est une des causes de non-recours et des ruptures de droit. Deuxième raison pour laquelle c'est grave que le système est illisible, c'est qu'objectivement, pour ceux qui n'ont pas à en connaître de ce système, parce qu'ils ont la chance de ne pas toucher de prestations de solidarité, parce qu'ils ont des revenus qui sont suffisants, des ressources suffisantes, c'est-à-dire pour à peu près 70% de la population. J'ai oublié de dire qu'en France, 30% des personnes touchent l'une des prestations de solidarité. Ça fait quand même une majorité de personnes qui
qui ne sont pas concernés par ce système. Vu de l'extérieur, ce système est illisible et donc c'est le syndrome, je le dis ici, pognon de dingue. C'est-à-dire, on n'y comprend rien, il y a quand même beaucoup d'argent qui est dépensé, mon voisin il touche quelque chose, moi je ne touche pas, est-ce que c'est juste et est-ce que finalement tout ça fonctionne bien? Donc, ça mine la confiance dans le système. Deuxième gros défaut de lisibilité. Et le troisième gros défaut de lisibilité, c'est tout simplement que ce système est objectivement peu, voire plus pilotable. J'ai l'habitude de dire, lorsque je m'adresse aux responsables politiques quand je dépeins le système, que lorsqu'un homme ou une femme politique veut améliorer le système, faire quelque chose pour telle ou telle catégorie de la population dans le domaine de la pauvreté, ou bien fait face à des contraintes telles qu'il faut faire des économies budgétaires, il veut les faire de la façon la plus intelligente possible. Et ben, quand il s'adresse aux administrations, d'abord, il ne s'adresse pas à une administration. Sachez qu'il n'y a aucune administration ne domine le système dans son ensemble, parce que c'est vraiment par silo. Et en fait, le système de solidarité, c'est comme un grand cockpit d'avion, avec des boutons partout, des manettes. Et donc, on va dire aux responsables politiques, vous voulez faire ça? Bah, écoutez, on vous propose d'appuyer sur ce bouton-là, de tourner à droite. Ça devrait le faire à peu près, mais on n'est pas complètement sûr parce que c'est quand même assez compliqué. Et quand bien même on atteindrait à peu près l'objectif que vous êtes fixé, le système est tellement difficile à maîtriser dans son ensemble qu'il n'est pas exclu que, améliorant les choses sous tel ou tel point de vue, il y ait des effets de bord qu'on n'a pas prévus et qui dégradent la situation d'autres personnes. Et ça explique qu'on passe notre temps à le réformer, à faire de magnifiques réformes tous les ans pour améliorer le système. Donc maintenant, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que c'est que la réforme du RUA? La réforme du RUA, en 2 mots, en 1 minute, c'est unifier notre système de prestations de solidarité. Donc en fait, c'est 2 choses. C'est chercher à harmoniser les bases ressources. De même qu'en France, il existe un revenu fiscal de référence. Il faut créer ce qu'on appelle un revenu social de référence sur lequel on peut objectivement classer les individus sur une échelle de niveau de vie et savoir qui a besoin d'être plus aidé que quelqu'un d'autre au vu de ce revenu social de référence. Et ayant harmonisé les bases ressources, c'est reconstruire l'ensemble des barèmes de ces prestations de façon cohérente. Il ne s'agit pas de tout fusionner pour qu'on ne s'y retrouve pas. Dans le futur système, il restera l'équivalent de RSA, il restera l'équivalent d'une prime d'activité, il restera bien entendu l'AH, il restera un minimum vieillesse, mais ces prestations auront été conçues ensemble de façon cohérente et ça permettra de fluidifier les parcours et de lutter contre le non-recours et les ruptures de droit. Voilà. Merci beaucoup. Ce n'est pas un exercice simple que de parler de choses si complexes. Je me tourne immédiatement vers Axel, qui doit être en train de se dire « Mais qu'est-ce que je fais là entre 2 hauts fonctionnaires qui me précisent l'actualité si compliquée de ces politiques ?» Mais la question qui lui est posée, c'est son regard sur cette actualité et ces perspectives du phénomène de pauvreté, mais des politiques de lutte contre la pauvreté. La première chose, c'est que les 2 vont dans le bon sens, il faut quand même le dire et le souligner, que ce soit la stratégie pauvreté ou que ce soit le RUA, ça va dans le bon sens. Dans les 5 engagements de la stratégie pauvreté, il n'y en a pas un qu'on peut renier. On sait en particulier que l'investissement social, c'est vraiment nécessaire parce que la France n'est pas bonne. En termes de reproduction générationnelle, l'OCDE avait calculé qu'en France, il faut en moyenne 6 générations pour atteindre le revenu moyen, c'est ce qu'on appelle sortie de la pauvreté. En fait, c'est atteindre le revenu moyen. On est au même niveau que l'Allemagne, mais aussi que le Chili. C'est 5 en moyenne dans l'OCDE et c'est 2 à 3 générations dans les pays scandinaves. Donc, c'est clair qu'on a un retard, on a des améliorations à faire. Et l'égalité des chances, c'est au fondement de notre pacte social républicain. Voilà. Donc, il faut vraiment aller dans cette direction. Et aujourd'hui, on a 30% des pauvres qui sont des moins de 18 ans. C'est une bombe à retardement pour l'avenir si on ne fait rien. Et au contraire, agir, c'est vraiment le terme d'investissement social, un investissement qui est rentable pour l'avenir si on agit correctement. Et le RUA, Fabrice Langlard l'a bien dit, en fait, il y a un vrai problème dans la construction de nos minima sociaux parce que c'est un millefeuille historique, avec une superposition de couches qu'on a rajoutées au fur et à mesure de la construction de la protection sociale assistentielle, qui est devenue totalement opaque, qui est devenue totalement injuste. Ça avait déjà été montré dans le rapport Sirug de 2016. Et donc, vraiment, il faut remettre un peu les choses à plat à un moment, pas juste simplifier un petit peu, mais refondre véritablement les choses. Et donc, on va dans le bon sens. Par contre,
Ce que je voudrais rajouter, là du coup avec un regard peut-être un peu plus, pas critique, hein, mais un peu plus possible, distancié, c'est pas sur ces deux mesures qui en soi sont très bien, c'est si on prend les choses de façon plus globale, le fait que dans un sens, le gouvernement, enfin celui-ci notamment, mais en fait quasiment tous depuis 40 ans, ignorent de leur main gauche ce que fait la main droite et inversement. Et c'est une expression qui est vraiment à prendre dans les deux sens du terme. Dans le premier sens stricto sensu, c'est-à-dire qu'on a des politiques qui sont en partie incohérentes ou en tout cas qui tirent dans des directions différentes. Et d'autre part, au sens strictement bourdieusien du terme, c'est-à-dire que la main gauche est celle de l'État-providence et la main droite est celle des fonctions régaliennes. Et en pratique, l'État défait un peu de sa main droite ce qu'il fait de sa main gauche, ou alors il essaye de réparer de sa main gauche ce qu'il fait de sa main droite. Et j'insiste un petit peu parce que c'est fondamental en termes de protection sociale, parce que c'est une question d'articulation de façon générale des politiques qu'on mène, hein, même si j'entends que ça répond à d'autres contraintes, hein, mais en l'occurrence, puisqu'on parle de protection sociale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, on n'arrête pas de parler de travail, d'accès au travail, d'assistanat des personnes, etc., qu'il faut remettre au travail et leur donner tous les outils possibles. Quand on regarde concrètement ce qui se passe dans les 30 Glorieuses, on sait qu'on avait quasiment autant d'emplois que de demandeurs d'emploi. On avait un taux de chômage qui était de 2-3%, c'était vraiment du résiduel et du chômage de turnover. Mais grosso modo, on voit bien dans les archives un compagnon d'Emmaüs qui sortait de communauté. Dans les 3 jours, il retrouvait un emploi. Mais vraiment dans les 3 jours, quand il immotait de la mauvaise volonté. Donc il y avait des emplois disponibles absolument partout. Aujourd'hui, je me permets d'aller faire une petite rappel de chiffres que j'ai été chercher sur les sites de Pôle emploi et de la DARES il y a un petit mois. Selon Pôle emploi, aujourd'hui, on a 5,7 millions de chômeurs, dont 3,5 millions en catégorie A, c'est-à-dire sans emploi, et 2,2 millions qui exercent une activité réduite en catégorie B et C. Donc 5,7 millions et 3,5 millions si on réduit. Et parallèlement, selon la DARES, on a 264 400 emplois vacants au deuxième trimestre 2021. Et encore, ça avait augmenté par rapport au premier trimestre où on avait uniquement 200 000 emplois déclarés vacants. Donc si on fait ce ratio, on a un rapport qui est de 1 à 17. C'est-à-dire très concrètement, il y a 17 personnes qui font la queue, il y en a un qui est pris et il y en a 16 qui restent à la porte. Je prends le rapport du Secours catholique de 2017 qui s'était livré au même exercice et de façon un peu plus fine que ma mise en regard qui est extrêmement grossière. Page 47, téléchargeable en ligne pour ceux qui veulent aller vérifier. En prenant en compte les chômeurs de catégorie A, 2,9 millions de personnes, mais aussi le halo du chômage, 1,4 million de personnes, et de façon la plus extensive, parce que les associations disent que c'est quand même aussi ça qu'il faut regarder, tous ces gens qui sont découragés depuis des années parce qu'ils n'y arrivent pas, on avait 8 millions de personnes. Et parallèlement, le Secours catholique fait le petit effort d'aller additionner les emplois à pourvoir. Alors, il faut aller chercher les entreprises de moins de 10 salariés et les entreprises de plus de 10 salariés, et on arrivait entre 190 000 et 250 000 personnes. Donc, un rapport de 1 à 5,6 au minimum et de 1 à 42 au maximum. Je vous refais les mêmes trucs sur la queue. Un emploi à pouvoir, 41 personnes qui restent à la porte. C'est-à-dire que, en fait, alors je veux bien, enfin, si quelqu'un peut me démontrer que c'est une approche radicalement fausse et qu'en fait, on a à peu près autant d'emplois disponibles que de personnes qui en cherchent, j'en serais ravie. Mais ce qui ressort de ces chiffres qui sont à peu près disponibles pour tout le monde, c'est que même si effectivement, aujourd'hui, il y a des tensions dans certains secteurs de main-d'œuvre, c'est une réalité dans certains segments du marché de l'emploi, on manque de main-d'œuvre et là, ça renvoie à d'autres raisons. Mais de façon générale, le nombre de demandeurs d'emploi se compte en millions et le nombre d'emplois disponibles se compte en centaines de milliers. C'est un fait, c'est-à-dire qu'il y a très, très grossièrement un ratio de 1 à 10. Et donc, l'insertion, le raisonnement, il est bon. C'est-à-dire qu'effectivement, si on veut sortir les gens de la pauvreté, le seuil de la pauvreté, il est à 1 063 €. Les minima sociaux, ils sont à 900 € pour l'AH et 565 € pour le RSA. Oui, dans la mesure où le SMIC, il est à 1 230 €, oui, effectivement, l'emploi est le levier majeur de sortie de la pauvreté. Et en plus, il est utile socialement, il est fondamental pour la dignité des personnes et il permet de transformer les dépenses passives en dépenses qui coûtent mais qui ne rapportent pas grand-chose, en dépenses
dépenses actives qui, elles, vont rapporter des cotisations, des impôts, etc. Mais comment vous voulez insérer des gens vers l'emploi s'il n'y a pas assez d'emplois? C'est-à-dire que c'est comme si on prend l'image de la pêche, plutôt que de donner un poisson, apprend à pêcher, vous donnez aux gens une super canne à pêche, des super cours de pêche, vous les équipez à fond et puis vous les mettez dans un endroit où il n'y a pas de poissons. Eh ben, comment s'étonner que les gens aient des problèmes de retour à l'emploi? Et Robert Castel, qui est un grand sociologue, disait déjà dans les années 90 que l'insertion n'est pas un sas mais un cul-de-sac. Denis Clerc disait dans les années 2000, Denis Clerc qui est le fondateur d'Alternative économique mais qui était aussi un membre de l'ONPES, que l'insertion n'est pas un tremplin mais une impasse. Et donc évidemment, après, ça donne des culpabilisations des gens qui cherchent un emploi et qui n'en trouvent pas. On vous donne des moyens d'accompagnement, d'insertion des travailleurs sociaux et vous n'y arrivez pas. Et le deuxième problème, je pense, enfin c'est pas moi qui le pense, là pour le coup je renvoie aux travaux de Nicolas Duvaux qui le dit bien mieux que moi, qui est le sociologue et président du comité scientifique du CNLE, c'est que depuis 40 ans, on réduit le périmètre de l'assistance, on le réduit drastiquement, notamment l'assistance chômage, et on déporte de l'assurance chômage, et on déporte les gens vers l'assistance. Et donc effectivement, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des quantités d'allocataires de minima sociaux, le RSA en l'occurrence, qui augmentent depuis 40 ans. Et le troisième facteur, c'est le développement des emplois précaires. Depuis le milieu des années 80, les courbes, elles sont absolument éloquentes et dramatiques. Ces emplois précaires, ils sont dramatiques pour le quotidien des personnes parce qu'ils ont des emplois qui sont mal payés, qu'il y a des horaires atypiques, que l'intérim, les travaux sont des fois pathogènes. Il y a des thèses magnifiques là-dessus, qu'on ne peut pas stabiliser une situation, s'engager à payer un loyer, etc. Et se projeter dans l'avenir quand on a un revenu précaire, et que c'est dramatique aussi pour leur protection sociale, puisque à la précarisation des emplois répondent des restrictions d'accès à l'assurance chômage. Donc en fait, on a des mouvements en ciseaux qui ont une forme d'incohérence et qui fabriquent effectivement mécaniquement des assistés. C'est une réalité, mais c'est une réalité parce que les causes profondes ne sont pas, il me semble, traitées. Et enfin, en tout cas, elles ne sont pas traitées parce qu'elles répondent à d'autres impératifs politiques que ceux strictement de la lutte contre la pauvreté. Et quelques remarques plus optimistes pour conclure, enfin pas plus optimistes, mais plus en lien avec la pauvreté. Ce qu'on peut vraiment faire, ce que la stratégie pauvreté fait, mais qu'on pourrait faire plus largement, c'est vraiment la lutte contre la pauvreté, non pas tant monétaire, enfin même si c'est une chose. Et d'ailleurs, je signale à ce propos que la pauvreté monétaire, elle est calculée en pourcentage du revenu médian et que donc on ne sait pas si, avec la crise de la Covid qui a quand même affecté massivement des couches très vastes de la population française, le revenu médian ne va pas stagner, voire diminuer, ce qui mécaniquement ferait baisser le nombre de personnes en situation de pauvreté pour un même revenu. Donc il faut prendre ce chiffre de la pauvreté, enfin du seuil du pourcentage de personnes en situation de pauvreté avec les pincettes statistiques qui s'imposent, mais on peut peut-être encore faire un peu plus sur la pauvreté en conditions de vie, qui est elle aussi mesurée, et il faut remplir un certain nombre d'items parmi une catégorie, je n'ai pas le temps de développer. Sur la construction de logements sociaux et de logements très sociaux, on peut faire des efforts. Sur la lutte contre les logements indignes et les passoires thermiques, on peut encore faire des efforts. Sur le politique de transport dans les zones enclavées, on peut en faire. Sur l'alimentation, je vous ai bien entendu et je sais qu'il y en a qui sont faits, mais l'accès à une alimentation de qualité, saine, équilibrée, encore trop de gens qui dépendent des aides alimentaires. On l'a beaucoup montré l'année dernière et ça continue. Et donc l'alimentation, elle continue à creuser les handicaps de pauvreté beaucoup plus qu'elle ne les résorbe. Sur la hausse des minima sociaux, je rappelle que les associations de solidarité demandent plutôt 850 €. Voilà, hein, c'est posé sur la table pour le RSA. Sur les efforts à accroître, là aussi, les associations, mais aussi les chercheurs, hein, les sociologues, disent qu'en faveur des moins de 25 ans, on pourrait considérablement
considérablement encore améliorer les choses et il y a des plans Orsec à faire pour certaines banlieues. Par exemple, j'interviens ce vendredi à la ville de La Courneuve qui elle aussi fait quelque chose pour la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Leur atlas des inégalités, c'est édifiant sur le caractère sinistré de certains lieux français. Et enfin, un dernier mot pour dire qu'on peut faire plus sur la pauvreté en conditions de vie, mais on peut aussi faire plus sur ce que ATD Quart Monde, par exemple, et les associations appellent tout simplement la misère et l'exclusion sociale, c'est-à-dire avec une connotation non pas tant objective que subjective. C'est le fait de se sentir inutile, de se sentir rejeté, de se sentir nié dans sa dignité, passe notamment par ces termes d'assistanat, d'assisté que vous connaissez tous, et qui renvoie en fait au regard qu'on porte sur les personnes en difficulté sociale et par ricochet et par cercle vicieux, au regard déprécié que les personnes finissent par porter sur elles-mêmes. Et ça, en termes de perspective de lutte contre la pauvreté, je vous renvoie par exemple à la recherche que ATD Quart Monde avait montée avec l'Université d'Oxford sur les dimensions cachées de la pauvreté, qui renvoie à toutes ces maltraitances institutionnelles et sociales, aux contributions des personnes non reconnues, aux souffrances psychiques et mentales et physiques que la pauvreté occasionne, et là qui renvoie une part de la responsabilité peut-être au ministère, peut-être aux administrations, mais de façon générale vraiment à tous les citoyens. Et enfin, juste pour dire que un peu de pub, puisque je suis au passage membre du comité scientifique du CNLE et qu'en termes de perspective de lutte contre la pauvreté, on a sorti un rapport sur les conséquences sociales de la Covid et qu'on continue à y travailler et que c'est une mine de contributions et de diagnostics et donc de perspectives. Voilà. Alors, merci. Le CNLE, puisque le sigle a été prononcé 2 fois, c'est le Conseil national des politiques de lutte contre l'exclusion, et l'ONPES qui a été cité aussi. C'est l'ONPES, qui est un morceau du CNLE. Voilà, qui s'est transformé en Conseil scientifique. On va faire un RUA des schmilblick administratifs. Donc, l'ONPES, c'était l'Observatoire national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Alors, le constat, quand même, n'est pas reluisant après le propos d'Axel. On a d'un côté des hauts fonctionnaires et responsables politiques qui ont une main droite et une main gauche et qui ont du mal à piloter un avion, qui serait celui du REA. Il y a plein de pêcheurs à qui on apprend à pêcher mais qui n'ont pas de canne à pêche, ou en tout cas qui pêchent dans un lac ou dans une mer dans lequel il n'y a pas d'eau. Voilà. Donc il y a à l'inverse un volontarisme du côté des pouvoirs publics, volontarisme qui a été salué au début de l'intervention d'Axel, tant dans le contenu et des priorités de la stratégie pauvreté que dans la volonté qui ne peut sembler que technique quand on dit harmonisation des bases ressources, mais le chantier technique est absolument fondamental pour changer la vie des gens. Ceci dit, ce que je vous propose, parce qu'on n'a plus qu'une dizaine de minutes, je prends 3 questions, vous choisissez celle à laquelle vous voulez répondre, voire les 3, mais alors vous avez peu de temps, qui condensent un ensemble des interrogations qu'on a reçues, mais pas toutes les interrogations. Il y a d'abord la question du revenu minimal pour les jeunes. Vous pourrez nous interpréter votre position sur ce sujet, le RUA ouvert ou non aux jeunes, du côté stratégie pour la pauvreté et actualité sur ce dossier, qu'en est-il ? Il y a une question que nous n'avons pas évoquée, même Axel qui nous faisait un point général sur les problèmes de pauvreté. C'est un sujet quand même, à mon sens, majeur, il est revenu là dans des interrogations, c'est la fracture numérique. Quelles actions contre la fracture numérique? Et puis, 3e dossier, au-delà des sujets financiers, uniquement financiers, sur lesquels on a mis l'accent, on pourrait mettre l'accent sur d'autres, c'est le sujet de l'accompagnement, comment aller vers, si je vous lis une question, vers un véritable parcours d'accompagnement. Voilà. Je vous propose à tous les 3 de réagir à ces 3 questions colossales, revenu minimal jeune, fracture numérique et accompagnement. Peut-être Marine pour débuter. Alors, très rapidement, sur les jeunes, sachez que c'est un sujet qui nous tient extrêmement à cœur au sein de la délégation pauvreté. Moi, je milite pour porter ce sujet parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par le gouvernement sur le plan Un jeune, une solution, ou pour tout ce qui est favorisé, l'apprentissage, l'accès à l'emploi, la mise en situation, le service civique. Enfin bon, il y a beaucoup de solutions qui ont été proposées aux jeunes depuis l'année dernière. Il y a un sujet des jeunes très précaires en fait, et c'est le sujet qu'on porte au niveau de la délégation, qui sont les jeunes exclus qui sont trop abîmés pour être capables de rentrer d'emblée dans un dispositif d'accompagnement comme ça assez contraint, qui ne rentrent pas en garantie jeune dans les faits, parce qu'ils n'ont pas de logement. Donc, quand vous ne savez pas où vous dormez le soir, c'est difficile parce qu'ils ont des problèmes de santé et de santé mentale. Je réinsiste là-dessus. C'est aussi le sujet de souffrance que vous évoquiez et c'est un énorme frein à une insertion, à une projection, à un avenir et des problèmes d'addiction. Donc, on a fait un travail avec
DITP, un travail interministériel aussi de diagnostic un peu pour… DITP, c'est Délégation interministérielle à la transformation publique. Voilà. Et en gros, en fait, on a fait une étude pour mettre ensemble toutes nos données sur les jeunes très précaires, pour faire exister en fait ce sujet-là. On est en train d'y travailler dans le cadre du revenu d'engagement jeune, qui verra le jour ou qui ne verra pas le jour. Ça, vous savez bien que ça ne relève pas de notre décision, que ça relève d'une décision du plus haut niveau d'État et que c'est en cours de discussion. Donc, je ne sais pas à l'heure actuelle où en sont les arbitrages et de manière précise. Ce que je sais, c'est que si l'ambition se réduit, elle ne va pas se réduire au détriment des jeunes précaires. Et ça, j'en suis en tout cas très contente parce que c'est un sujet majeur pour nous. Deuxième point sur la fracture numérique, je ne l'ai pas cité, mais on a effectivement aussi beaucoup travaillé sur la mise en place de conseillers numériques. Il y a plus de 4000 conseillers qui sont en cours de recrutement là, pour justement favoriser cet accès. On l'a vu, cette fracture a été amplifiée avec la crise, notamment dans l'accès à l'école. Donc, on a eu beaucoup d'actions pour accompagner des familles pour pouvoir suivre l'école à distance, accompagner l'accès aux droits. Donc ça, c'est un débat qui est devant nous. Et troisièmement, juste pour réagir sur ce que vous disiez sur l'insertion qui est une impasse, je serai moins sévère que ça. Je ne nie pas le sujet, le fait qu'il n'y ait pas forcément de solution d'emploi durable pour tout le monde. Pour autant, quand vous parliez de l'inutilité que peuvent ressentir ces gens-là, justement d'avoir ce travail d'insertion et parfois de contrat aidé, de travail, c'est extrêmement important pour que les personnes se reconstruisent en termes d'image d'eux-mêmes. Et même si ça n'aboutira pas toujours à un emploi durable, on peut tout à coup leur permettre de se remettre dans une autre dynamique de vie. Et ça, pour moi, c'est déjà, même si c'est déjà une première étape de lutte contre la pauvreté psychique et tout l'engrenage dans lequel elle emmène ces gens. Fabrice, sur les 3 questions ou sur d'autres réactions, mais en particulier sur le RUA jeune, si j'ose dire, et puis sur les questions numériques et d'accompagnement. Je vais peut-être parler sur les jeunes. Alors, effectivement, dans les travaux qu'on a menés, on s'est également penché sur la question de la pauvreté des jeunes adultes, qui, comme Marine l'a dit, est un sujet en soi. Clairement, aujourd'hui, c'est bien la tranche d'âge des 18-24 ans qui compte le plus d'individus, disons, en état de pauvreté monétaire. Alors là-dessus, j'ai quelques messages à faire passer. D'abord, je vous livre mon point de vue. La solution n'est pas d'ouvrir le RSA à l'ensemble des jeunes adultes. Parce que si vous faites ça, en réalité, vu les travaux qu'on a menés, d'abord, ça coûterait très certainement plus de 10 milliards d'euros. Et probablement 80% de la tranche d'âge irait toucher cette prestation, pour une raison assez simple à comprendre. C'est qu'on est sur une tranche d'âge dans laquelle une partie des ressources de ces jeunes adultes, c'est des transferts intrafamiliaux. J'insiste, c'est documenté statistiquement. Il ne s'agit pas de dire que tous les jeunes sont aidés par leurs parents, mais la très grande majorité des jeunes sont aidés par leurs parents. Et donc, si vous ouvrez la prestation de solidarité sans faire attention à l'existence des transferts intrafamiliaux, en réalité, ce qui va se passer, c'est que, évidemment, vous irez toucher les jeunes que vous avez envie de toucher, et d'autres jeunes qui, objectivement, on peut avoir des difficultés, mais ne sont pas dans une situation de pauvreté, iront également toucher la prestation. Donc, ça serait, d'une certaine façon, mal ciblé le problème. Et pour moi, le sujet, c'est vraiment d'aller consacrer de l'argent public pour aider les jeunes en situation de pauvreté. Donc du coup, si on veut résoudre ce problème-là, il faut être un tout petit peu plus fin que ça. Et il faut probablement traiter les situations de ces jeunes adultes à l'aide de 2 clés d'entrée. D'une part, est-ce qu'ils continuent à habiter chez leurs parents ou pas? Parce que ce n'est pas la même chose si vous avez un toit et que vous êtes chez vos parents ou pas. Et deuxièmement, est-ce que vous êtes sorti de vos études ou est-ce que vous êtes encore en études? Et vous pouvez adapter les solutions à chacun de ces cas. Je dis très vite, pour moi, un jeune adulte de 18 à 24 ans qui n'habite plus chez ses parents et qui est sorti d'études, je ne vois pas très bien pourquoi il n'aurait pas droit au RSA. Et ça ne coûte pas si cher que ça. Donc le problème n'est pas là. Évidemment, ça coûterait un peu d'argent, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas droit. Mais là, vraiment, pour des raisons d'équité, je ne vois pas. Pour les autres cas, c'est-à-dire lorsque les jeunes habitent encore chez leurs parents, ou bien lorsqu'ils sont encore étudiants, objectivement, ils ne sont pas encore complètement autonomes financièrement. Et donc là, je ne pense pas que la solution soit aussi simple que ça. Elle est plutôt de traiter la situation réelle en regardant quelle est la situation du foyer que forment ces jeunes avec leurs parents et leurs frères et sœurs éventuellement. Et donc adapter le montant des prestations de solidarité à cette situation-là et
éventuellement faire en sorte qu'on, non pas on individualise la prestation de solidarité, mais pour utiliser un néologisme que je cherche à populariser, on l'individue. Je parle d'individuation de la prestation. Autrement dit, on peut parfaitement imaginer traiter correctement la situation de pauvreté, en tout cas le plus correctement possible, du point de vue des prestations de solidarité, en inscrivant le jeune dans la vie qu'il a avec ses parents et ses frères et sœurs. Mais cette prestation globale, une partie, celle qui précisément est due au fait que ce jeune adulte est là, avec les autres membres de sa famille, cette partie de cette prestation pourrait être versée directement. Et là, on peut faire quelque chose de plus efficient et pour un coût qui reste, à mon avis, raisonnable pour les finances publiques. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers Axel, sachant que voilà, on a presque terminé notre temps de parole et je vais lui poser une question super difficile pour une historienne du CNRS. Je vais lui dire, prenons les habits de hauts fonctionnaires à qui on pose la question. La question qui est posée, c'est voilà, vous avez 3 priorités, laquelle choisissez-vous? Lutte contre la fracture numérique, amélioration de l'accompagnement ou RSA jeune? Ah mais non, mais et voilà, et boum boum, non, les 3. C'est strictement impossible de répondre puisque de toute façon, toutes les avancées de compréhension de la lutte contre la pauvreté, c'était qu'il fallait une pluralité de solutions, que la pauvreté, elle est pluridimensionnelle et qu'il faut articuler et arrêter les choses en silo. Donc la pauvreté, effectivement, vous avez raison, elle n'est pas monétaire et elle est bien d'autres choses et elle est pluridimensionnelle et il faut travailler sur tous les facteurs en même temps pour sortir les gens de la pauvreté. Donc surtout ne pas choisir et surtout tout mener de front. D'accord. Maintenant, il y a un budget X, on ne peut pas le dépasser. Quelle priorité? On en revient. Il faut réduire. Moi, si on n'a pas assez de budget, on donne aux associations qui font l'accompagnement numérique des jeunes. L'accompagnement numérique des jeunes, moi, je pense que c'est voilà. Non, par contre, blague à part, je vais pas réagir sur les jeunes parce que du coup, ça c'est pas à moi de prendre position là-dessus non plus. Mais sur l'accompagnement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur les idées de guichet unique, parcours unique, etc., etc. Je renvoie juste à 2 papiers qui sont sortis hier d'interview de Pascal Brice, qui est le président de la Fédération des acteurs de la solidarité dans Ouest France et dans le monde, sur l'épuisement aujourd'hui des travailleurs sociaux, sur le fait qu'on manque de travailleurs sociaux. Et donc, oui, il y a vraiment nécessité d'accompagnement, mais l'accompagnement, là, il pose problème. Parfait, je vous propose que nous terminions sur notre nuage de mots tel qu'il s'affiche là. C'est parfait parce que le terme qui est au milieu est celui de solidarité. Alors généralement on est content, solidariste, on se dit c'est formidable, mais je voudrais simplement rappeler, vous ne le savez peut-être pas tous, mais que la solidarité, plus précisément d'ailleurs la solidarité nationale, est le cœur du premier article du Code de la sécurité sociale et devrait faire le lien entre ces sujets d'assistance et d'assurance, peut-être trop distendus aujourd'hui, tel que ceci a pu être évoqué. C'est un sujet infini, on aurait pu passer plusieurs heures sur chacun des thèmes, mais je remercie là très vivement nos 3 intervenants pour s'être pliés à ce cahier des charges compliqué qui est de parler peu de temps de sujets sur lesquels ils sont si investis. Et je propose, comme chaque fois, que nous les applaudissions numériquement, c'est-à-dire, hélas, sans bruit, on ne vous entendra pas, mais on peut vous imaginer chacun derrière votre écran en train de taper dans vos mains de joie. Merci à vous 3.